Je vous remercie. Je cède maintenant la parole à la porte-parole de l'opposition officielle pour une durée de 9 minutes 54 secondes. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour à vous. Merci pour votre mémoire et votre présentation. Alors, vous venez de dire que seulement de 5 à 10 des fraudes sont dénoncées et que ça représentait 700 millions au Canada en 2025. Dans votre mémoire, c'est indiqué que le Centre antifraude du Canada rapportait que la fraude à l'investissement, qui trouve souvent son point d'entrée sur les médias sociaux, avait engendré 310,6 millions de dollars de pertes. Ça, c'était en 2024, donc l'année d'avant. Alors, ça surpasse tout autre type de fraude. Donc, quand vous parlez vous avez mentionné les 700 millions en 2025. Est-ce que c'était pour tout type de fraude? Et oui. Puis, en 2024, les 310,6 millions, c'est seulement les fraudes à l'investissement? Ou bien c'était aussi... Oui. OK. Oui, parce que parfois, les statistiques en matière de fraude peuvent être difficiles à concilier, là. Donc, souvent, un organisme peut avoir des appellations différentes pour les différents types de fraudes aussi. Donc, c'est pas toujours évident de donner des statistiques sur ce phénomène-là. Mais je pense que ce qu'on doit retenir des chiffres qu'on donne, c'est qu'il y a de plus en plus de fraudes, peu importe quel indicateur on prend. Puis la fraude à l'investissement est une des fraudes les plus fréquentes, ou du moins une des fraudes qui cause le plus de pertes, parce que c'est là où les gens vont mettre beaucoup d'argent. On a vu des cas sur le terrain, des gens, ils ont juste mis 350. Là. Souvent, c'est le montant qui est demandé par les fraudeurs, mais on en voit d'autres aussi. Là, c'est à l'autre bout du spectre. Là. C'est beaucoup d'argent qui passe là-dedans. Parfait. Alors, puis vous avez aussi dit tout à l'heure que le nombre d'appels que vous avez reçus a doublé en 2 ans. Alors, et puis la majorité, bien, ça passait par les plateformes numériques. Donc, vous voyez d'un bon œil d'élargir la responsabilisation des plateformes numériques où se passent ces fraudes-là, où transitent les fraudes. Je me demandais, parce que ces plateformes utilisent des télécommunicateurs, est-ce que vous voyez que les télécommunicateurs ont aussi une responsabilité ou pas? Oui. Ben oui, puis si je pointe peut-être vers le niveau fédéral, actuellement, le ministère des Finances fédéral est en train de faire des consultations sur une stratégie globale antifraude. Ils veulent justement légiférer, ou du moins encadrer. Là, on ne sait pas exactement de quelle façon cette stratégie-là va se déployer. Mais ça fait partie des 3 acteurs prioritaires que le gouvernement fédéral veut encadrer, donc les télécoms, les plateformes en ligne et évidemment les institutions financières. Et les télécoms, là où on pense qu'il y aurait davantage à faire, c'est au niveau du masquage d'appels, donc ou des textos qu'on peut recevoir aussi. Donc, beaucoup de fraudes. Là, vous avez mentionné, la majorité des fraudes qu'on reçoit sont via les plateformes, pas vraiment. Là. La majorité des fraudes qu'on reçoit, c'est les appels qu'on reçoit, c'est en matière de fraude bancaire, la fraude du faux représentant, là, où des gens se font contacter par téléphone, justement. Et lors de l'appel téléphonique, les gens, il y a un masquage du numéro d'appel et c'est le numéro de la banque qui apparaît sur l'afficheur du consommateur à ce moment-là. Et nous, ce qu'on pense, c'est que les entreprises de télécom devraient avoir une plus grande responsabilisation pour faire en sorte d'éviter qu'il y ait du masquage d'appels, puis aussi contrôler les textos frauduleux qu'on peut recevoir pour différentes arnaques aussi. Donc, le niveau devrait être élevé aussi, oui. Et quand vous parlez de masquage, c'est que le consommateur va penser que c'est le numéro de l'institution bancaire parce que c'est écrit, le nom est écrit, alors que c'est pas c'est quelqu'un d'autre qui se fait passer, donc qui vient attraper l'afficheur finalement. Ce sont des fraudes qui sont très crédibles et ça, c'est un élément qui ajoute à la crédibilité de la fraude. C'est ça. Et les télécommunicateurs pourraient agir à ce niveau-là. Pourraient-ils agir en amont ou seulement une fois qu'on sait? Bien, nous, ce qu'on propose, c'est des obligations de prévention, c'est-à-dire s'assurer de filtrer ou détecter les appels frauduleux avant qu'ils se rendent jusqu'au consommateur pour limiter l'occurrence de fraude. Mais évidemment, là, ça sort un peu du cadre actuel du projet de loi. Là. Oui, d'accord. Mais ça fait partie du portrait de tout ce qui se passe. Parfait.
Donc, aussi, vous proposez que le projet de loi couvre l'ensemble des fraudes qui circulent sur les plateformes numériques, pas seulement celles qui utilisent, que Mme Barrette nous a très bien expliqué tout à l'heure, qui utilisent l'identité d'une personnalité. Oui. C'est une loi qui est chirurgicale, là, qui vise vraiment juste les publicités qui mettent en scène des personnalités publiques. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir un encadrement qui est beaucoup plus global des grandes plateformes en ligne. Donc, nous, on voit un peu ce projet de loi-là comme une première étape d'un chantier qui est beaucoup plus vaste pour renforcer l'encadrement des plateformes numériques qui sont une porte d'entrée fréquente pour les fraudes. Puis vraiment créer vraiment un cadre de responsabilisation global, en obligeant les plateformes en ligne de vérifier activement les publicités qu'elles diffusent, d'avoir des obligations aussi de recevoir les signalements des consommateurs puis d'y répondre aux signalements parce que c'est une difficulté qu'on voit. Il y a un reportage de Reuters qui est sorti il y a quelques mois qui montrait que 96% des signalements qui sont faits par les utilisateurs de Facebook sont laissés sans réponse. Donc, il faut une obligation de répondre aux signalements. Puis aussi prévoir des recours pour les consommateurs en remboursement quand les plateformes ne respectent pas ces obligations-là. Donc, on pense que oui, c'est intéressant la norme qui est faite aujourd'hui, mais c'est vraiment chirurgical. Il faudrait vraiment aborder le problème de manière beaucoup plus globale, éventuellement. Et tout à l'heure, vous avez dit que l'accompagnement des victimes, c'était pas quelque chose que vous pouviez faire vraiment parce que ça prend des ressources. En fait, présentement, nous, on a un service d'information juridique. Les gens appellent, on répond au téléphone, on a des avocats qui vont répondre. Mais pour l'accompagnement, on est dans des processus de demande de financement pour être capable de le rendre public puis de donner le service. On prend quelques cas en même nos ressources, mais on ne peut pas prendre tout le monde. On prend les personnes les plus vulnérables. Je comprends. Et dans vos recommandations, vous proposez d'offrir des recours pour les consommateurs trompés ou fraudés pour être remboursés des pertes subies lorsque la plateforme a manqué à ses obligations. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, avec Mme Barrette, il y avait M. Paquette qui a rédigé le mémoire, un mémoire assez exhaustif aussi, et qui proposait en fait qu'il y ait un mécanisme de renversement du fardeau de la preuve. Donc, au lieu que la victime soit obligée de prouver que c'est pas elle qui a fait telle ou telle chose, qu'elle puisse en fait produire une déclaration solennelle qui permettrait de renverser le fardeau de la preuve. Et là, ce serait, par exemple, l'institution bancaire qui devrait prouver que la victime a fait cette transaction ou a fait. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous apparaît comme une façon de faire qui pourrait être aidante dans l'accompagnement des victimes? Sans le formuler comme un renversement de fardeau de la preuve, là, nous, depuis plusieurs années, ce qu'on demande, c'est que les institutions financières et les banques aient l'obligation de rembourser les consommateurs pour les fraudes qu'ils subissent, là, en reprenant le modèle qui existe au Royaume-Uni actuellement. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, si je suis victime d'une fraude, peu importe que je sois l'initiateur du paiement ou pas, par exemple, c'est une fraude amoureuse ou c'est une fraude où je me fais manipuler pour un fraudeur pour faire un versement d'argent, j'ai le droit d'être automatiquement remboursé à moins d'une négligence grave de ma part. Donc oui, c'est un peu un renversement du fardeau de la preuve parce que c'est un remboursement automatique des consommateurs. C'est un peu ce qui était prévu, ça se rapproche de ce qui était prévu dans le projet de loi 72 qui n'est toujours pas en vigueur malheureusement. Puis je vais me faire l'avocat du diable, même si je ne suis pas juriste et que vous êtes bien entouré de juristes. Mais est-ce que avec les méthodes de plus en plus sophistiquées, l'intelligence artificielle qui fait en sorte que les fraudeurs, puis c'est un système très bien organisé, peuvent faire des fraudes à grande échelle, est-ce que vraiment on peut s'attendre à ce que les institutions financières remboursent toutes ces fraudes-là à tout le monde? Est-ce que c'est peut-être pas ça que vous voulez dire, là, mais est-ce que c'est réaliste? Puis est-ce qu'on aide aussi, parce que vous parlez de l'approche du Royaume-Uni, de la loi au Royaume-Uni. Il y a aussi le modèle australien qui vient agir en amont sur les plateformes, sur aussi les télécommunicateurs.
et responsabiliser davantage les consommateurs. Donc, c'est deux visions différentes, mais tu sais, est-ce que si on va dans la vision dont vous parliez, où les banques devraient rembourser, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte encore plus grande à plus de fraude parce que les gens vont dire ben, c'est pas grave, ma banque va me rembourser? Il n'y a personne qui se fait frauder pour le fun, puis les données au Royaume-Uni n'indiquent pas qu'il y a une hausse de la fraude qui résulte du fait que les banques ont une obligation plus élargie de rembourser les consommateurs. Et les gens qui sont victimes de fraude, vous l'avez dit, ce sont des fraudes qui sont très sophistiquées. Donc, leur faire porter la responsabilité d'avoir été victime de manipulateurs qui sont très, très habiles, c'est complètement disproportionné. Puis on le voit, il y a des acteurs, les institutions financières, oui, mais les plateformes en ligne, les sociétés de télécom, qui ont beaucoup plus de pouvoir pour prévenir ces fraudes-là. Puis on le voit actuellement là, avec Facebook, il y a des fraudes qui sont tout à fait manifestes, qui circulent sur ces plateformes-là. Il y a énormément de signalements d'utilisateurs qui restent lettres mortes. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est que Facebook, actuellement, tire profit des publicités frauduleuses. Elle fait beaucoup d'argent. Il y avait une estimation du reportage de Reuters dont je parlais et qu'on cite dans notre mémoire qui disait que Facebook gagne environ 16 milliards par année, du moins pour 2024, en raison de publicités frauduleuses. Donc, les plateformes en ligne tirent beaucoup d'argent de ça et ils ont du pouvoir là-dessus. Oui, on parle beaucoup du système australien versus le système du Royaume-Uni comme étant des dichotomies ou différents, là. C'est vrai qu'en Australie, on parle de faire des régulations pour les plateformes, les télécoms, les banques, mais au Royaume-Uni, c'est aussi ça qu'on voit. Donc, c'est pas un système qui est uniquement basé sur le remboursement par les banques. Là, on parlait des télécommunications. Bien, en Grande-Bretagne, on a des règles pour filtrer les SMS en cas de numéros masqués, par exemple, du masquage dont on parlait. Puis, on a le Online Service, Online Safety Act, au Royaume-Uni également, qui fait porter des responsabilités aux plateformes sur détecter des contenus frauduleux qui seraient publiés. Donc, on a des obligations à l'avance également et qui incluent des amendes très élevées, là. Donc, là aussi, au Royaume-Uni, on a une approche qui est multisectorielle pour protéger les gens contre la fraude. Donc, la responsabilité est multisectorielle aussi, et puis les actions, leur corpus législatif s'adresse à ces trois. 72 est appliqué, tout ça, bien, il y aurait les institutions financières. Là, avec le projet de loi 24, il y aurait les plateformes numériques et éventuellement, bien, il y aura les télécommunications, si les législateurs veulent voter dans ce sens-là. Fait que c'est un pas vers la bonne direction, on pense. On pense que, en tout cas, au Québec, là, actuellement, on est en train de faire des choses qui se font dans le... Votre temps est écoulé. Merci.